Cracovie, 800 000 habitants environ, est la capitale de la Petite Pologne, l'une des provinces au sud du pays, au pied des Carpates, à la frontière de la Slovaquie. C'est un important nœud ferroviaire et routier, d'ailleurs déjà au Moyen Âge pour les routes, ce qui explique le développement de la ville bien avant Varsovie. Elle est traversée par la Vistule, qui arrose aussi la capitale et coule vers le nord pour se jeter dans la Baltique près de Gdansk. Même si la colline de Wawel était occupée au IVe siècle, l'histoire de la ville commence surtout au XIe avec la désignation comme capitale de la Pologne et Saint Stanislas, patron du pays, évêque dès 1072. Période florissante sous la dynastie lituanienne au XVe siècle, mais en 1596, la résidence royale est transférée à Varsovie. C'est alors une période de déclin aggravée encore par les pillages des Suédois et la peste. Entre le XVIIe et XIXe siècle, elle fait face alternativement à l'appétit glouton de ses voisins, la Prusse, la Russie et l'Empire austro-hongrois. Après 1795 et la troisième partition de la Pologne, le pays cesse d'exister. Au XXe siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne se soulève et recevra alors du traité de Versailles le couloir de Danzig, repris à l'Allemagne. En septembre 1939, la Wehrmacht occupe Cracovie, qui devient capitale des territoires occupés hors du Reich. Les camps de concentration sont construits aux alentours. La ville souffrira plus de la perte de nombreux juifs et intellectuels, moins de bombardements massifs. Depuis la fin de la guerre, Cracovie est redevenue le centre culturel de la Pologne et en 1978 est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La première partie de ce reportage va se concentrer sur Kazimierz, autrefois ville indépendante de Cracovie, puis quartier dès 1801, qui regroupait, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des Juifs de Cracovie. Le quartier est dominé par le château de Wawel que nous visiterons ultérieurement. La ville fut fondée en 1335 au bord de la Vistule par le roi Casimir III qui donna son nom à cette bourgade, bientôt séparée en deux entités juives et catholiques. Après les pogroms d'après-guerre, la majorité des Juifs émigra. Ils ne sont plus aujourd'hui que quelques centaines. Commençons cette visite par la basilique Corpus Christi, tout près de notre hôtel. C'est la troisième plus importante église de Cracovie. D'abord en bois dans les années 1340, elle fut reconstruite en briques dès 1385. Son aspect extérieur très sobre contraste avec les églises gothiques de l'Europe occidentale. Elle est gardée par les chanoines réguliers du Latran. Le pape Jean-Paul II l'éleva au rang de basilique mineure. Il s'agit d'une église à 3 nefs sans transept. On est d'emblée frappé par l'imposant jubé, mais peut-être plus encore par sa chaire en forme de bateau, soutenue par 2 sirènes. Le maître-autel est en bois doré. Conçu pour 83 voix, l'orgue est le plus grand de Cracovie, avec presque 6000 tuyaux et 25 cloches. Je constate que les pigeons préfèrent les synagogues pour nicher. Nous voici à la synagogue Temple, lieu de culte majeur en pleine activité pour la culture juive. On y accueille de nombreux concerts et réunions. C'est un bâtiment néo-mauresque construit entre 1860 et 1862 sous l'Empire austro-hongrois. Une grande quantité de feuilles d'or a servi à sa décoration. Pendant la Deuxième Guerre, les nazis l'ont utilisé comme lieu de stockage de munitions. Sa restauration a alors été financée par des dons privés venant du monde entier. Donc je vous ai parlé déjà de cette liquidation du ghetto de Cracovie, mais je ne vous ai pas parlé encore du film La Liste de Schindler, parce que le film La Liste de Schindler était tourné dans ce quartier et dans le quartier de Podgouze, où il y avait vraiment l'usine Schindler pendant la guerre. Donc le metteur en scène américain Steven Spielberg, il a organisé
la scène de la liquidation du ghetto dans cette cour. Sur les photos, vous voyez ce balcon à gauche parce que les photos étaient prises oui, vous pouvez vous approcher, aucun problème, parce que les photos étaient prises de l'autre côté. Alors, c'était la dernière déportation, la dernière. Donc, au balcon, vous voyez les familles qui se préparent à partir avec les bagages, enfants et tout ça. Bien sûr, toutes les personnes qui étaient faibles, donc malades, les femmes enceintes, les gens âgés, les handicapés, les enfants, tous ces gens-là étaient massacrés surtout sur place. Environ 3000 personnes étaient tuées tout de suite sur place. Autant où habitaient ici les Juifs, c'était leur place commerciale parce que les activités principales de Juifs, c'est du commerce. Oui, c'était des petits marchands, des grands marchands qui faisaient beaucoup de commerce. Et cette place-là, c'était justement le cœur de ce commerce juif. Et à vrai dire, cela n'a pas changé parce que chaque jour, vous avez ici un petit marché aux légumes, aux fruits, ou les choses comme ça, les vieilles choses, parfois aux fleurs, parfois. Chaque dimanche, il y a le marché aux puces. Alors c'est vraiment la place où il y a toujours beaucoup de commerce. Et voilà derrière moi la synagogue suivante, la synagogue d'Isaac, 17e siècle. Donc elle est un peu plus jeune que les autres. La synagogue qui, d'après la légende populaire, a été construite par un certain juif qui était très pauvre au début, mais puis il a trouvé des pièces d'or dans son jardin, il est devenu riche. Et pour remercier Dieu de l'avoir rendu riche, il lui a consacré cette synagogue. En ce qui concerne l'architecture, elle est aussi très jolie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans l'architecture de cette synagogue, on voit très bien la séparation entre les hommes et les femmes. Parce que dans cette culture juive orthodoxe, bien sûr, les femmes sont séparées des hommes pendant les offices. Après avoir été délaissé pendant la période communiste, le quartier de Kazimierz retrouve une nouvelle vie depuis les années 1990. On y trouve une trentaine de sites juifs et chrétiens à visiter. Les artistes et les étudiants viennent y vivre dans ces lieux encore bon marché. Les fêtards également. Un festival de culture juive s'y déroule en juin-juillet, unique au monde. La troisième synagogue qu'on a déjà vue aujourd'hui, la synagogue Kupa. Kupa, ça veut dire les fonds financiers qui appartiennent au conseil municipal juif. Près du conseil, il y avait toujours des fonds spéciaux qui étaient destinés, offerts à ceux qui étaient en besoin. Alors si la famille avait besoin d'argent, le conseil municipal pouvait lui donner cet argent. Et cette synagogue que vous voyez maintenant était construite entièrement à base de ce Kupa, donc de cet argent, disons, municipal. Et c'est pourquoi on dit la synagogue Kupa. La synagogue du XVIe siècle, aussi orthodoxe, 96% des juifs de Cracovie, c'était les juifs religieux. Il y avait seulement une synagogue pour les juifs réformés, les autres c'était seulement pour les juifs religieux. Cette place, cette rue, à vrai dire, que vous voyez derrière moi, c'était leur place principale. C'est ici qu'il y avait le plus grand nombre de synagogues, de cimetières, mikvahs, de maisons de bains rituels, toutes sortes d'institutions qui étaient nécessaires pour le fonctionnement de la communauté. Alors regardez cette maison rouge à ma droite, là où il y a Kletzmann-Heuss, restaurant, hôtel maintenant. À l'époque juive, c'était leur mikvah. La mikvah, ça veut dire la maison de bain rituelle, parce que les ablutions sont nécessaires aussi dans la culture juive. Avant d'aller dans la synagogue, pour certaines fêtes, il faut se laver dans l'eau sainte de la mikvah. Donc quelques mètres au sous-sol, il y avait la piscine remplie d'eau de source, parce que l'eau du robinet, c'est pas cachère. Devant nous, le seul restaurant cachère. Certains disent au monde. Une belle vue sur la synagogue Rémo. Donc le cimetière Rémo à droite, la synagogue Rémo ici, celle qui a été aussi dédiée à ce grand Rémo, un grand savant, poète, écrivain. Il a codifié la loi hébraïque. C'était vraiment un grand rabbin.
l'Europe du XVIe siècle, très important parce que dans ce cimetière, il y a le tombeau d'un grand rabbin du XVIe siècle qui s'appelait vraiment Rémoux et qui est devenu une sorte d'icône pour tous les juifs du monde. Alors il y a une affluence énorme de juifs qui viennent ici spécialement pour prier à côté du tombeau de Rémoux. La culture juive était de faire les niches comme ça, toujours à l'entrée dans leur maison, du côté droit. Et dans les crevasses comme ça, on mettait les boîtes, petites boîtes allongées en métal, en bois. Dans les boîtes, il y avait les parchemins avec les citations bibliques, avec les prières religieuses. Ça s'appelait la mezuzah. C'est la maison où est née, où a habité la plus fameuse juive polonaise qui s'appelait Helena Rubinstein. Les produits de beauté. La Hanouka, au-dessus de ce portail, Hanouka, ça veut dire la lumière. Dans la culture juive, dans la religion juive, il y a beaucoup de fêtes. Une de ces fêtes, elle a toujours lieu au temps de notre Noël. Dans cette fête, on allume les chandeliers de Hanouka, les chandeliers à 8 branches. En fait, ici, c'est une Hanoukia, chandelier à 9 branches, et non pas une Menorah, chandelier à 7 branches. On a 4 branches de chaque côté, la 9e étant décalée ou plus élevée que les autres et servant seulement à l'allumage. Cet objet commémore le miracle de l'huile au temple de Jérusalem. Derrière moi, c'était la première synagogue qui était construite dans ce quartier. Vers la fin du XVe siècle, la synagogue vieille, la première. Donc ensuite, on a ajouté encore beaucoup de synagogues parce qu'avant la guerre, il y en avait 10, à vrai dire. On a gardé 7 synagogues maintenant. Mais toujours, cette synagogue toujours a gardé sa fonction principale. C'était pas seulement la synagogue où on faisait les offices, mais aussi le siège du conseil municipal juif, le siège de leur tribunal, beaucoup de choses comme ça. En plus, tous les mariages juifs étaient organisés seulement dans cette synagogue. Le quartier de Kazimierz est bordé par la Vistule, un site de loisirs pour les Cracoviens et les touristes. Sur la rive droite, des bâtiments industriels restaurés et transformés en centres commerciaux. Sur la rive gauche, des bateaux définitivement amarrés pour étancher la soif des promeneurs. Et bien sûr, une passerelle avec son lot de cadenas d'amour.